BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on va parler immobilier avec Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, Jean-François, bonjour à tous. Le PDG de la Maison de l'Investisseur. Question d'Étienne qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com. Il se demande si ça vaut le coup d'acheter un bien signé d'un grand architecte ou construit par un grand promoteur. Et est-ce qu'il y a une véritable valeur ajoutée quantifiable ? Alors oui, c'est sûr, si on prend les grands architectes classiques, Levaux, Vauban, ou plus récemment les grands architectes du 20e, Mallet Stevens, Le Corbusier, Monsieur Jeanneret, il y a une valeur supplémentaire incontestable, parce qu'on est dans l'histoire, hein, on est vraiment dans le domaine artistique, et on peut aller facilement vers des plus-values de 50% par rapport à un bien comparable de la même époque. Et souvent également sur ce type de bien, lorsque l'immeuble ou la maison bénéficie du statut de monument historique, là en monument historique, les avantages fiscaux sont tellement énormes qu'effectivement ça fausse le jeu des prix. Mais si c'est le cas, si vous avez un grand architecte classique et en plus le monument historique, ben là on peut aller vers effectivement des surcotes en quelque sorte jusqu'à 100%. C'est le cas par exemple si on prend l'immeuble bien connu du Corbusier, la Cité radieuse à Marseille, boulevard Michelet. Les transactions se font sur une base de 4 000 € du mètre carré. Quand on regarde les prix pour des résidences des années 50 dans le 9e arrondissement à Marseille, on sera plus autour des 2 000 € du mètre carré. Donc c'est le double effectivement. Ouais, surcote très nette hein, si vous achetez un bien signé d'un grand architecte. Ça marche aussi pour les architectes vivants ? Oui, alors nos grands architectes français, on peut citer Portzamparc, on peut citer Jean Nouvel ou Monsieur Villemotte, par exemple. Ces grandes signatures, là, amènent aussi des plus-values qui peuvent aller effectivement jusqu'à 20-30%. Donc c'est quand même là aussi vraiment important. Et donc ça marche aussi avec les architectes vivants, mais pourquoi de telles plus-values de 20-30% pour les architectes vivants, plus de 50% pour les architectes précédents? Alors pour les architectes contemporains, il faut reconnaître que c'est beau. Je passe tous les matins, par exemple, devant un immeuble de Monsieur Villemotte, rue Le Courbe, dans le 15e. Bon, il y a quelque chose qui se passe. J'ai visité il y a quelques jours un immeuble de Jean Nouvel à Lille, qui a 20 ans, de 1994. Il y a un truc en plus. Et là, on est dans le domaine de l'émotion, dans le domaine du coup de cœur. Il y a tout simplement, est-ce que la beauté a un prix? Oui, il y a des esthètes qui sont prêts à mettre jusqu'à 20 ou 30% de plus pour avoir ce coup de cœur visuel et émotionnel. Bon, ok pour les architectes, mais la signature cette fois d'un grand promoteur, est-ce que ça vaut également quelque chose? Est-ce que ça mérite une surcote sur le marché? La signature d'un grand promoteur, on n'est plus chez les architectes là. Alors on a quelques promoteurs qui ont un positionnement haut de gamme, hein, qui est justifié, plus ou moins justifié, mais si vous prenez par exemple des marques assez connues qui ont un bon positionnement comme Cogedim, Kaufmann & Broad, ou alors des marques régionales qui ont une très bonne cote, comme SLC Pitance à Lyon, ou Hellenis par exemple à Montpellier, on va aller effectivement vers des prix qui seront supérieurs de l'ordre de 10 à 15% à peu près. Donc vous payez plus cher effectivement, mais ce sont comme certains véhicules allemands ou britanniques, vous payez plus cher, mais vous récupérez également à la revente. Donc c'est quand même important. Et pourquoi ça marche aussi pour les grands promoteurs comme pour les architectes? Alors le promoteur haut de gamme, il y a plusieurs raisons. Déjà c'est un marqueur social. Voilà, on vit dans une résidence Cogedim ou dans une résidence lambda, c'est différent. Souvent, quand même, les prestations sont un peu au-dessus du lot. Ça vieillit plutôt bien, et notamment les parties communes sont plutôt valorisantes avec de la recherche et effectivement des prestations là aussi sur les parties communes qui sont un peu au-dessus du lot. Donc, et les promoteurs nationaux, les Nexity, les Bouygues, dont l'image est plutôt neutre, est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que ça mérite aussi une surcote? Oui, alors les promoteurs nationaux, alors les ICAD, les Bouygues, les Nexity, les Vinci, EFA, ICAD, effectivement, vont avoir une valeur supplémentaire par rapport à un promoteur lambda, qu'on peut estimer de l'ordre de 5 à 10%. Donc là, il y a deux raisons essentielles. Bon, d'une part, effectivement, c'est aussi, en termes d'image, c'est quand même important. Et puis aussi, dans des temps qui sont un petit peu compliqués en immobilier, ça va rassurer des investisseurs ou des acheteurs de résidence principale de savoir que si des désordres peuvent apparaître dans l'immeuble, même au-delà des délais où les investisseurs, les propriétaires sont garantis, les délais, notamment les assurances biennales, décennales, si on est quand même avec un promoteur national, on peut être à même de penser que si des désordres apparaissent, ils vont se régler plus facilement.
Parce que quand votre promoteur est coté en bourse, par exemple comme ICAD, dont l'actionnaire majoritaire c'est la Caisse des dépôts, bon, le promoteur ne peut pas laisser un immeuble effectivement partir à volo, ou s'il y a des problèmes, même au-delà des garanties, le promoteur en général, pour des problèmes d'image, avant tout, va être beaucoup plus attentif à ce que les problèmes se résolvent effectivement plus rapidement qu'un promoteur lambda ou qu'un petit promoteur qui parfois au bout de 10 ans n'existe plus. Donc ça, c'est un côté rassurant aussi pour l'investisseur, pour l'acheteur de sa résidence principale, de se dire que s'il y a un problème, il aura en face de lui un promoteur qui va défendre son image et avancer peut-être plus rapidement sur les soucis qui pourraient advenir dans le temps. Voilà. Et la valeur donc de ces biens signés de grands architectes ou construits par de grands promoteurs, valeur donc en effet qui entraîne des surcotes, mais c'est justifié, c'est ce que vous nous expliquez. Oui, tout à fait. Alors pour les grands architectes aussi, il y a un phénomène qui est important, c'est que par exemple une grande signature d'un promoteur contemporain, elle va pas se faire en banlieue de Nevers à côté du Super U. L'opérateur qui va monter un projet avec Jean Nouvel ou Jean-Michel Villemotte, ce sera sur un foncier d'exception. Ne serait-ce que pour intéresser l'artiste qui va apposer sa signature, c'est sur un foncier d'exception. De toute façon, pour se payer les services entre guillemets d'un grand architecte, il faut que l'environnement vaille la peine. Donc ce sont souvent de belles réalisations sur des fonciers assez exceptionnels. Voilà la réponse, Étienne, à votre question sur ces surcotes appliquées aux biens immobiliers signés de grands architectes ou construits par des grands promoteurs. Il y a une autre question qui se pose encore plus aujourd'hui d'ailleurs sur ce marché immobilier, c'est la question des taux de crédit. La Banque Centrale Européenne va tout à l'heure annoncer un quantitative easing, un énorme tournant pour la zone euro, pour la stratégie monétaire en Europe. Est-ce que ce quantitative easing, d'après vous, peut encore faire baisser les taux de crédit pour les prochains mois? Je t'avoue que sur les taux, c'est vraiment très difficile. S'il y a un an, on nous avait dit que les taux les taux sur les crédits immobiliers perdraient encore 1 point, puisque c'est à peu près ce qui s'est passé sur 2014. L'année dernière, on était aux environs de 3%, un petit peu plus. Aujourd'hui, début 2015, on est sur des taux qu'on sort en ce moment sur 20 ans sans apport à 2,20, 2,10. C'est tout simplement stupéfiant. S'il y a un an, on nous avait dit que les taux perdraient encore 1 point, on ne l'aurait pas cru. Je ne l'aurais pas cru personnellement. Donc là, il semblerait effectivement que les taux risquent de se stabiliser, voire encore de baisser. Et là, je suis effectivement quand même vraiment stupéfait de voir que cette baisse qu'on pensait effectivement encore être au plancher continue encore à baisser. On se demande jusqu'où ça va baisser. Ce qui risque en revanche, effectivement, de booster l'immobilier. Alors, en immobilier, les marchés sont quand même pas euphoriques, mais on a senti une petite reprise quand même sur la fin de l'année. Et en ce début d'année, la fin de l'année 2014 est plutôt meilleure quand même que la fin de l'année 2013. Oui. Il semblerait qu'une des conséquences de ce qui se passe aujourd'hui va être aussi que les contrats d'assurance vie fonds euro vont baisser. Donc ça risque peut-être de faire revenir certains investisseurs vers l'immobilier, parce que si on va vers des taux d'emprunt à moins de 2% et avec des assurances vie fonds euros qui rapportent du 2,5 voire moins, ça risque peut-être de relancer quelque peu le placement immobilier. Ce QI de la BCE, il pourrait en effet entraîner des arbitrages de la part des épargnants. Jean-François, un arbitrage par exemple pour l'immobilier en défaveur des fonds euros? Cela dit, il pose très clairement la question de la déflation, puisque aujourd'hui on est en train de dire qu'on est en situation d'urgence et c'est pour ça que l'on souhaite que la BCE intervienne. Si on est en période de déflation, ça veut dire que la valeur des actifs a vocation à diminuer, et si vous achetez un actif à crédit dont la valeur diminue, vous appauvrissez énormément. Donc on s'appauvrit à acheter de l'immobilier. On peut s'appauvrir à acheter de l'immobilier si on est dans un environnement de déflation. Or, la volonté que l'on a sur le QE, c'est de dire il faut éviter la déflation. Est-ce que ça réussira? Est-ce que ça ne réussira pas? Je pense vraisemblablement qu'il faudra 4-5 ans avant qu'on ait la réponse. Bon, une nouvelle baisse des taux de crédit, ça semble incroyable à Stéphane, mais possible. Ça vous semble possible, crédible, probable? 2,38 aujourd'hui, on a un OAT qui est aux alentours de 0,6, 0,7. Donc il y a encore de la marge, sur la baisse des taux de crédit. Bon, et du coup, pourquoi pas renégocier? Ah, c'est sûr. Pour ceux qui ont. C'est sûr, mais les gens qui ont renégocié il y a 1 an et demi peuvent remonter aujourd'hui au créneau pour renégocier, ce qui est quand même là aussi incroyable. Par contre, si on va sur ce sujet-là, moi, sur le thème de la renégociation, Christian Noyer est intervenu sur les taux de rendement des contrats d'assurance vie en disant qu'il y avait un risque prudentiel. Si on passe son temps à renégocier les crédits immobiliers, à un moment, si les taux remontent, on va mettre les banques en risque prudentiel.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler, y compris aujourd'hui en Intégral Placement. On est ensemble jusqu'à 12h30. Merci messieurs, merci Stéphane Descartiers. Tous les mois avec nous, le PDG de la Maison de l'Investisseur, et Jean-François Filiat qui va répondre dans quelques minutes à toutes vos questions. Continuez de nous les envoyer sur notre site bfmbusiness.com. Le CAC perd 0,13%.